Bonjour tout le monde, merci de votre présence à notre webinaire de présentation du manuel d'enseignement scientifique de terminale que j'ai le plaisir d'animer en présence de trois de nos directeurs d'ouvrage, Marc Jubot-Bregler, David Guillerme et Nicolas Coppens. Bonjour. J'espère Bonjour. que tout le monde a bien le son et l'image. Voilà, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde a bien le son et l'image. On va continuer à s'installer calmement. Il peut y avoir encore quelques collègues qui nous rejoignent en ce moment même. Si vous rencontrez le moindre problème technique, n'hésitez pas à nous faire signe. Vous avez normalement une boîte de dialogue intitulée questions ou chat qui doit se trouver sur le côté de votre écran. Elle permet de nous envoyer un message. Pendant que tout le monde s'installe confortablement, se connecte tranquillement et vérifie que tout fonctionne, je vous donne le plan de ce rendez-vous, plan archi simple puisqu'il y aura deux parties de 20 minutes chacune. Pendant la première partie de 20 minutes, nous aurons une présentation du manuel d'enseignement scientifique de terminale et de son guide pédagogique associé par Marc Jubot-Bregler. Et dans la deuxième partie, les trois directeurs d'ouvrage auront le plaisir de répondre à vos questions et d'échanger avec vous. Nous profitons des outils modernes qui sont particulièrement pratiques pendant cette période inédite. Nous avons déjà réalisé plusieurs directs de ce type, ça s'est très bien passé. Donc normalement, ça devrait se passer très bien aujourd'hui également. Il peut y avoir par moment des petits problèmes de connexion, des très légers décalages entre le son et l'image, mais ne vous inquiétez pas, ça rentre en général très rapidement dans l'ordre. Pendant toute la durée de cette présentation, vous avez la possibilité de nous adresser vos questions, vos remarques, vos commentaires, vos félicitations, vos remerciements, etc. grâce à l'onglet questions et chat dont on parlait tout à l'heure et qui se trouve dans l'interface quelque part par là ou quelque part par là selon comment vous avez configuré votre écran. Vous avez également dans cette interface une rubrique documents à distribuer dans laquelle nous avons mis une liste de tous les liens utiles. Donc ça vous permettra de les consulter très facilement après le webinaire en cliquant directement dessus. C'est très pratique. Et je vous signale qu'en plus des personnes visibles à l'écran, nous avons quelques personnes qui vont travailler dans l'ombre avec nous, les équipes éditoriales, les équipes promo, les équipes numériques, qui vont nous aider à recueillir vos questions et qui vont également nous aider à les traiter au fur et à mesure. Ça va nous permettre de répondre à l'écrit à certaines de vos questions et ça nous permet de réserver pour la deuxième partie, pour la discussion à l'oral, les questions les plus ouvertes, auxquelles Marc, David et Nicolas répondront. Nous avons également prévu une rediffusion. Donc pour les personnes qui ne se connectent qu'en audio, bon, nous allons nous appuyer sur une présentation visuelle. C'est quand même mieux de suivre avec l'image sur un ordinateur. Mais si jamais c'est pas possible, vous aurez la possibilité de consulter la rediffusion. Nous enregistrons le direct. Nous vous enverrons le lien pour cette rediffusion dans les jours qui viennent, grâce à un courriel qui vous donnera ce lien. Ainsi que tous les liens et ressources que nous aurons cités. Nous allons essayer de traiter toutes vos questions. Dans le cas relativement peu probable où nous n'y parviendrions pas, nous avons prévu une FAQ qui vous sera retransmise via le courriel que j'évoquais à l'instant. Voilà, je pense que un certain nombre des collègues se sont bien installés. Avant de vous laisser en direct avec nos directeurs d'ouvrage, je vous montre que nos manuels papier existent, ils sont imprimés. Un petit problème de cadrage. Ils sont livrés depuis la mi-mai dans vos établissements. Les derniers établissements sont en cours de livraison, donc normalement, vous devriez pouvoir les récupérer au lycée si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à passer au lycée pour avoir le plaisir de les feuilleter en vrai. En attendant de les feuilleter en vrai, nous allons les feuilleter aujourd'hui de manière virtuelle. Nous avons pour ce faire avec nous Marc Jubot-Bregler, qui est professeur de SVT dans l'Académie de Bordeaux. Nous avons David Guillerme, qui est IAIPR de SVT dans l'Académie de Rennes. Et nous avons Nicolas Coppens, qui est professeur de physique-chimie en terminale dans un lycée de l'Académie de Strasbourg. Ils ont participé à ce travail
travail d'écriture extrêmement lourd et complexe, et ils ont eu à coordonner un gros collectif d'auteurs. C'est un énorme travail qui a mobilisé plus d'une vingtaine d'auteurs et de relecteurs. J'espère que nous allons passer un moment agréable et instructif ensemble, et je laisse maintenant la parole à Marc, je pense. Tout à fait. Voilà. Bien, alors, je vais vous présenter notre travail. Alors, au-delà du manuel, il y a en fait trois composantes. Il y a d'une part le manuel papier, d'autre part le manuel numérique, et enfin le guide pédagogique. Donc, guide pédagogique qui se veut être à destination des enseignants avec des compléments, et en particulier des compléments pédagogiques pour vous permettre de construire votre cours, vos progressions et de trouver un certain nombre de compléments, puisque on sait que les chapitres ne sont pas forcément fléchés sur telle ou telle matière, et donc chacun peut trouver dans ce guide pédagogique un certain nombre d'éléments qui lui permettra d'enseigner la quasi-totalité des chapitres. Alors, l'équipe qui s'est constituée est une équipe interdisciplinaire avec des enseignants de SVT, de mathématiques, de physique-chimie et surtout, la quasi-totalité des chapitres ont été écrits à 4 mains. Ça veut dire qu'à chaque fois, nous avons mis 2 enseignants, généralement de matières différentes, pour avoir un double regard sur ces chapitres et pour tenir compte un peu de la sensibilité de chacun, avec, comme vous pouvez le voir ici, des enseignants qui viennent un peu de toutes les parties du territoire français. Alors, en ouverture de cet ouvrage, nous avons placé des pages sur une réflexion sur qu'est-ce que la science. Alors, tout d'abord, on a présenté ça sous forme de petits articles, donc pour que les élèves puissent rentrer facilement, donc un peu à la manière d'un magazine. Donc, il y a qu'est-ce qu'une théorie scientifique, que sont les publications scientifiques. Alors, voilà, l'actualité du moment fait que tout le monde connaît maintenant le Lancet, mais personne ne sait forcément comment se fait le parcours d'un article scientifique. Donc, nous avons expliqué tout ça. Qu'est-ce que le métier de chercheur? Et puis, nous avons fait des liens aussi vers d'autres matières comme la philosophie pour montrer, et c'est un des objectifs du programme, que la science est en connexion avec la société et la science participe finalement à la construction des différentes sociétés. Donc, c'est bien dans cet esprit du programme, un esprit de l'enseignement scientifique qui doit être à destination de tous et en particulier des citoyens. Ça fait partie de la formation du citoyen. Donc, ces premières pages sont très importantes justement pour replacer tout ça. Et suite à la crise du Covid-19, je crois que les élèves vont être particulièrement sensibilisés à cela. Alors, dans chaque ouverture de partie, nous avons donc placé des pages bien démarrées. Donc, dans ces pages bien démarrées, nous commençons par un petit quiz. Alors, on sait très bien que les élèves aiment bien les quiz, puis il y a un petit côté ludique, un petit côté test. Donc, on a mis vraiment ces quiz pour que les élèves testent un peu leur connaissance. Et puis, à côté, en accompagnement, nous avons mis les notions qui sont à connaître normalement par les élèves et nous les avons mis sous forme de fiches, un peu comme des fiches de parascolaires. Donc, l'avantage, c'est que c'est une présentation relativement légère qui va directement à l'essentiel, où à chaque fois, on a associé une partie texte et une partie schéma. Et donc, bien évidemment, dans les 3 thèmes, nous avons des compléments en mathématiques, en physique-chimie et en SVT. Donc, c'est ce que vous voyez là. Donc, à chaque fois, on a vraiment remis l'essentiel avec les formules à connaître. C'est vraiment optimisé pour les élèves.
Alors, chaque chapitre s'ouvre sur une double page. Sur cette double page, vous voyez qu'en page de gauche, il y a une grande illustration avec sous chaque iconographie de cette page, sur chaque bloc de cette double page, une question. Pourquoi? Eh bien, pour justement initier le chapitre et initier un débat pour rentrer dans ce chapitre. Donc, en plus de cette iconographie de la page de gauche, on a rajouté une seconde iconographie. Donc ici, en haut, à droite, nous avons mis un petit comics. Donc là, c'est le chapitre sur le système climatique et le réchauffement climatique. Donc à chaque fois, on essaye d'intégrer une question en lien justement avec les problématiques de société. Donc là, sur les discussions sur le réchauffement climatique. En dessous, il y a systématiquement une vidéo, donc une petite vidéo qui permet là aussi d'introduire une problématique. Et puis, il y a d'autres supports, par exemple ici, comme un podcast. Donc, on a essayé de varier les supports pour justement pouvoir motiver les élèves et faire rentrer les élèves dans la problématique. Et enfin, un tableau qui récapitule les notions que nous allons voir dans ce chapitre avec les unités ou les exercices dans lesquels on va travailler ces notions et ces savoir-faire. Donc vraiment, on plante le décor de ce que l'on va faire avec ces doubles pages pour que l'élève puisse avoir une idée du parcours qu'il va avoir dans ce chapitre. Alors, les supports sont très importants et nous avons intégré un grand nombre d'animations, de podcasts, de vidéos, de compléments qui sont donc matérialisés ici par ces petits pictogrammes et qui sont accessibles soit bien évidemment avec la version numérique, mais qui sont aussi accessibles pour les enseignants en classe via un ordinateur et un vidéoprojecteur. Donc, là aussi, on voit que tous ces supports sont extrêmement importants pour motiver l'élève. Et puis, on sait très bien qu'en sciences en particulier, on a un certain nombre de phénomènes dynamiques qu'il faut montrer. Et sans vidéo, c'est parfois un peu plus compliqué. Donc, nous avons porté une attention particulière justement à enrichir considérablement les unités et les chapitres de ces vidéos, de ces animations, de ces podcasts, qui sont des plus qui commencent à devenir bien évidemment indispensables. Alors, là, nous rentrons dans le cœur de l'ouvrage à destination donc pour les élèves avec les unités, donc la façon dont nous avons construit avec une granulation fine chacun des chapitres. Première chose, et que c'est un parti pris de notre ligne éditoriale, comme vous pouvez le voir, ce sont des unités avec des vraies données, mais ce sont des données scientifiques issues de publications de recherche. Si on veut faire des sciences avec les élèves et faire des sciences aux élèves, il est donc indispensable de les confronter à du réel et donc à l'acquisition de données et à l'interprétation de ces données. C'est-à-dire partir de faits scientifiquement établis et à partir de ces faits, comment on les interprète pour construire finalement de grandes idées que sont celles du programme que l'on souhaite faire acquérir à nos élèves. Ça, c'est un premier point important, la qualité des données scientifiques et la rigueur des données scientifiques dans notre ouvrage et avec les partenaires qui ont travaillé avec nous scientifiques. Ensuite, sur la question plus de la pédagogie de travail avec les élèves, si vous regardez cette première unité, elle est en fait équivalente à une tâche complexe. Cette tâche complexe, elle est contextualisée dans une mission, c'est l'encadré que vous pouvez voir en haut à gauche de cet écran. Cette mission, ici, elle permet finalement de contextualiser l'objectif à la fois notionnel à atteindre et on y précise la production qui est attendue par l'élève. Alors, évidemment, une tâche complexe. Ici, nous avons des élèves d'enseignement scientifique qui, pour certains, vont avoir des orientations très différentes. Nous avons pensé à accompagner pas à pas la résolution de cette tâche complexe par les élèves. Et l'étayage pédagogique se matérialise ici par deux aspects différents. Tout d'abord, vous pouvez voir des verbes d'action sur un fond rose qui ponctuent les documents.
par exemple observer, ensuite décrire des documents. Donc ces verbes d'action, ils suggèrent la tâche que l'élève doit réaliser sur ces documents rassemblés. Et puis enfin, comme dans chaque tâche complexe, nous avons pensé à anticiper des coups de pouce qui peuvent être un certain nombre d'obstacles que les élèves pourraient rencontrer. Ces coups de pouce peuvent prendre la nature finalement d'un rappel de notions ou d'aide à l'exploitation de certains documents particulièrement complexes ou encore sur leur mise en relation. Voilà le premier type d'unité. Sur la diapo suivante, vous allez pouvoir découvrir une deuxième unité. Ici, ce sont des unités qui présentent un objectif. Ici, finalement, l'objectif, eh bien, c'est quelle est la grande idée que l'on cherche à construire dans cette double page. Alors, ce ne sont pas des tâches complexes ici, c'est une autre façon de travailler avec les élèves, toujours à partir de données scientifiques rigoureuses, mais cette fois-ci, l'étayage pédagogique prend la forme de pistes d'exploitation, c'est ce que vous pouvez voir en bas à droite. Ici, ces pistes d'exploitation décortiquent finalement pas à pas la procédure que va devoir suivre l'élève pour atteindre l'objectif notionnel, c'est-à-dire la construction de la grande idée à partir des faits scientifiques qui sont présentés dans ces documents. Et enfin, nous avons en pied de page à droite proposé un encart réflexion sur la science. Là, l'idée, c'est bien aussi d'être dans l'esprit de ce programme d'enseignement scientifique et de chercher à développer l'esprit critique de nos élèves. En fait, il s'agit de construire la relation au monde des élèves et de permettre à nos élèves d'agir en exerçant des choix éclairés. Et c'est ça qu'on essaye de susciter à travers ces encarts réflexions sur la science, et c'est bien aussi l'ambition de ce programme. Bien, alors on va maintenant feuilleter rapidement les différents types d'unités qui se trouvent dans ce chapitre avec les points forts. Premier point fort, c'est les activités expérimentales. Nous avons mis beaucoup d'activités expérimentales. Alors, certains vont me dire, oui, mais on n'a pas de groupe. Ah, ça va peut-être venir. Vous savez qu'il y a la mission Ringard qui travaille sur l'évaluation de la réforme du lycée et il se peut qu'il y ait dorénavant quelques heures pour faire des groupes, donc peut-être pour faire des activités expérimentales. Donc, nous avons fait le choix de mettre ces activités expérimentales qui sont des activités expérimentales souvent très simples, qui sont réalisables à la paillasse ou pour certaines réalisables directement par les élèves. Donc, vous en avez une ici, voilà, donc pour fabriquer des coacervas. La diapo suivante. L'autre exemple, c'est des activités expérimentales mathématiques dans l'intelligence artificielle. Donc là aussi, on a fait le choix de mettre des activités expérimentales. Celle-là, finalement, les élèves peuvent la faire chez eux. Donc, on a là aussi mis dans le guide pédagogique toute l'exploitation, toutes les explications pour que vous puissiez faire ces activités expérimentales. La suivante, s'il vous plaît. David ? Alors, ici, ce que nous vous proposons, ce sont des modalités pédagogiques de mise en œuvre des activités des élèves. Et donc, à travers ces pages missions notamment, nous vous proposons des modalités plutôt originales avec soit par exemple un travail en groupe d'experts, si vous connaissez peut-être les classes puzzle ou les jigsaw, qui vous permettent, vous savez, de travailler en fait d'abord sur mettre les élèves en îlot sur un des aspects finalement du problème qui est à traiter. Vous avez plusieurs groupes d'experts comme ça, et ensuite l'idée c'est de rassembler un expert de chacun des groupes pour partager les données qui ont été extraites dans chacun de ces groupes et construire ensemble la résolution du problème qui est posé en début de séance. Donc ça, c'est une première modalité, et donc les panels de documents sont découpés par atelier de groupes d'experts directement dans le manuel élève. Sur la diapositive suivante, nous avons aussi proposé d'autres types de modalités de mise en œuvre pédagogique, comme par exemple la classe inversée que vous connaissez sans doute. Et donc ici, nous avons segmenté les données à la fois sur un travail préparatoire, donc avant la classe, comme vous pouvez le voir, et puis ensuite un travail également en atelier qui peut se faire, où on exploite évidemment on remobilise ce qu'on a vu avant la classe, et on va pouvoir travailler sous forme d'atelier. Alors, dans la diapo suivante, on va voir qu'on a aussi intégré
des activités numériques innovantes, par exemple la réalité augmentée, avec cette petite application qui s'appelle le Merge Cube. Donc là, on va pouvoir montrer aux élèves, faire travailler les élèves sur les crânes qu'ils vont pouvoir faire bouger en 3D. Pour l'avoir testé sur un autre support avec mes élèves, je peux vous dire que ça fait un tabac. Alors entre autres parce que les élèves voient vraiment les objets en 3D, vous pouvez les faire travailler, une petite réglette à l'intérieur, faire des mesures, et c'est vraiment extrêmement intéressant de travailler avec ces nouveaux outils. Alors évidemment, les élèves, au bout d'un moment, finissent par le manipuler beaucoup mieux que le prof, mais bon, il faut savoir voilà, être dépassé par ses élèves. Là aussi, tout le protocole, toutes les explications sont données dans le guide pédagogique, y compris l'introduction de la séance, les éléments à télécharger. D'autres types de pages, toujours dans les unités, donc là aussi des activités expérimentales, par exemple sur la loi de Hardy-Weinberg, et vous voyez entre autres que dans cette activité, nous avons intégré les compléments mathématiques du programme, avec par exemple les diagrammes de Viviani, les diagrammes de De Finetti. Regardez bien dans les ouvrages, je ne pense pas que vous verrez ces compléments intégrés dans les autres ouvrages. Pourtant, eh bien, ce sont des supports extraordinaires à travailler avec les élèves. Et puis, nous ne l'avons pas dit, mais c'était déjà comme ça dans le manuel de première, les verbes d'action qui sont associés à chaque document permettent un vrai guidage de l'élève. Et là aussi, c'est une des particularités de la pédagogie que nous avons mis en place dans notre manuel. Enfin, nous avons rajouté des fiches méthodes auxquelles nous renvoyons les élèves. Pourquoi? Eh bien parce que en enseignement scientifique, on le sait, il y a une grande hétérogénéité des élèves. Certains vont avoir besoin de petits rappels, d'autres pas du tout. Donc, on a rajouté un certain nombre de fiches méthodes pour pouvoir travailler aisément. La slide suivante. Voilà, donc, quand cela est nécessaire, comme vous le voyez sur la page de gauche, on a rappelé les notions mathématiques parce que en terminale, certains élèves n'auront pas eu de maths depuis la seconde. Donc, on travaille là-dessus, on intègre un certain nombre d'éléments pour que tous les élèves puissent suivre les activités et ne soient pas perdus dans les activités. De l'intérêt, justement, d'avoir construit ces chapitres à 4 mains, parce que eh bien souvent, soit le collègue de SVT, soit le collègue de physique, soit le collègue de maths disait « Ah, mais oui, mais là, il faudrait peut-être rajouter quelque chose parce que j'ai peur que moi, mes élèves en maths, ils ne maîtrisent pas ça. » On l'a rajouté dans les pages. Donc voilà, des exemples de notions qui sont rajoutées. On a aussi utilisé et fait utiliser dans les pages le logiciel Python. Donc à chaque fois, nous avons mis les logos quand on peut utiliser le logiciel Python. Et comme vous le voyez sur la page de gauche, on fournit l'algorithme à utiliser et dans le guide pédagogique et dans le numérique, on fournit les algorithmes qui peuvent tourner et avec lesquels vous pouvez travailler. Donc, tout est pensé pour vous simplifier la vie et tout trouver au bon et au même endroit. Alors, dernier point, dans les activités, on a, sur un certain nombre d'activités, introduit des parcours différents sur une même activité, différenciés en fonction du type d'élève ou du niveau des élèves. Donc, c'est extrêmement important, ces parcours. Et vous voyez, entre autres, que nous avons aussi travaillé l'oral et fait travailler l'oral par les élèves. Pourquoi? Eh bien parce que je vous rappelle qu'à la fin de la terminale, il y a ce grand oral. Et finalement, le grand oral, ça ne se travaille pas qu'en spécialité. Ça peut aussi se travailler ici en enseignement scientifique. Pour un certain nombre d'unités, nos collègues de mathématiques nous ont dit « Ah, en sciences, c'est vrai, en SVT, en physique-chimie, vous avez des approches souvent très globales. Nous, ça nous arrive, mais on aime bien avoir une approche plus guidée.
Et donc, sur un certain nombre d'activités, fléchées plus spécifiquement mathématiques, eh bien, comme vous le voyez ici, on a fait du pas à pas, on a intégré les questions associées à chaque partie pour vraiment ne pas perdre l'élève et pour avoir un travail progressif. Donc, vous voyez que ici, c'est une activité sur les modèles mathématiques. Vous voyez qu'on étudie la suite de Fibonacci, comme il est demandé dans les compléments mathématiques. Et vous voyez qu'on a vraiment un guidage très progressif pour accompagner l'élève dans l'acquisition de la notion. Alors, à l'issue de ces unités, nous avons donc une page de synthèse avec l'ensemble des notions à retenir. Vous voyez qu'on a mis aussi les savoir-faire à avoir acquis. Ça, c'est très important pour que l'élève ait conscience de ce qu'il doit être capable de faire. Alors, évidemment, il ne faut pas que l'élève apprenne le savoir-faire. Il faut qu'il sache faire le savoir-faire. Vous voyez que ces pages mémo existent en podcast, existent en texte 10, donc on a vraiment essayé d'adapter à un très large public. Et puis sur la page de droite, vous voyez qu'on a des schémas ou un schéma ou des schémas bilans, ça dépend des chapitres et des notions qui sont abordées. Vous voyez qu'on a simplifié nos schémas bilans et qu'on les a rendus un peu plus, entre guillemets, précis, scientifiques. On avait eu des petits reproches sur la version de première. Donc là, on est revenu à quelque chose de plus classique avec des bilans qui sont aussi des bilans animés qu'on peut construire pas à pas avec les élèves. Des exercices, donc des exercices type bac, où là aussi, on a à chaque fois essayé d'intégrer plusieurs matières, plusieurs domaines scientifiques dans ces pages, parce que on a aperçu dans les exercices de 3C qu'il y avait beaucoup d'interdisciplinarité dans ces exercices. Donc, à chaque fois, on a essayé de construire des exercices qui sont vraiment dans l'esprit des exercices de 3C. Puis vous remarquerez aussi que nous sommes attachés à augmenter le nombre d'exercices aussi, ce qui était une demande des enseignants pour entraîner les élèves régulièrement. Donc, le volume des exercices est plus conséquent dans ce manuel de terminale. Alors, pour ces exercices, nous avons intégré de très nombreux compléments numériques avec des aides en ligne, des fichiers numériques, des présentations de la modélisation. Donc vraiment, là aussi, des exercices qui permettent un vrai travail par l'élève et surtout qui permettent d'accompagner tous les élèves. Donc voilà, par exemple, dans les compléments numériques, des présentations de la modélisation. Mais il y a d'autres compléments, voilà, donc des aides si vous souhaitez différencier les exercices. Là aussi, c'est quelque chose de très important puisque on est en enseignement scientifique. Il faut pouvoir, entre guillemets, en donner à tout le monde. Voilà, alors un autre exemple, là, on a intégré GeoGebra aussi à cet exercice. Donc vraiment, des exercices qui sont à plusieurs facettes et qui peuvent finalement trouver un large public. Parce que là aussi, c'était une problématique. L'hétérogénéité des classes fait que parfois, les exercices ne sont pas forcément abordables par tout le monde. Et bien là, on a vraiment essayé de construire des exercices abordables par tout le monde. Alors, nous avons gardé les pages histoire, enjeu, débat. Ce sont des éléments très importants du programme, entre autres pour sensibiliser les élèves à la place des sciences dans la société et à l'histoire des sciences. On a fait des pages un peu magazine, très riches en illustrations, avec des exploitations parfois en équipe, et puis on a diversifié un peu, on a des encarts biographie, on a des encarts filmographie. Bref, on essaye vraiment de montrer aux élèves à la fois l'histoire des sciences, l'impact des sciences sur la société et la place des sciences actuellement dans la société. Voilà une autre HED, Histoire des grandes avancées médicales. Je crois qu'avec le Covid-19, ça prend vraiment toute sa place dans l'enseignement scientifique. Donc, vous voyez là un travail en équipe. Donc, ces pages HED, ce ne sont pas des pages magazines qu'on lit comme ça. Il y a un vrai travail d'accompagnement qui est fait et vous trouverez dans le guide pédagogique
l'accompagnement pour utiliser ces pages HED. Et donc là aussi, par exemple, à la fin, la mise en commun, c'est un travail à l'oral. Et vous voyez que ces pages HED sont bien des pages interdisciplinaires parce qu'on arrive à parler de l'Islande et de la géologie de l'Islande sur les combustibles alternatifs à empreinte carbone réduite. Donc, on a vraiment travaillé de concert avec nos collègues de mathématiques et de physique-chimie. Alors, parmi les exercices, vous avez un exercice qui permet de travailler une méthode. Donc, cet exercice, il est très intéressant parce qu'il permet de prendre des notions du programme sous un autre angle. Par exemple, ici, l'inférence bayésienne, travailler dans un exercice guidé, eh bien, ça permet de montrer à l'élève que la notion s'accompagne d'une acquisition d'une méthode et vous avez une page comme ça pour chacun des chapitres. Alors, cette dernière page ici qu'on vous présente sur le manuel élève et le coin des sciences, nous avons vraiment pensé ces pages-là comme une respiration culturelle pour les élèves, un peu sous la forme d'un magazine et dans le style et l'esprit du magazine, à la fois graphiquement et dans les contenus également éditoriaux. Bon, c'est une respiration, je l'ai dit, l'idée c'est de proposer finalement une ouverture culturelle aux élèves et puis avec l'ambition aussi de développer chez eux une véritable culture scientifique en lien avec les thématiques du programme dans l'esprit d'un prolongement. Voilà, donc ce sont des espaces qui sont aussi appréciés des élèves et qui peuvent susciter le prolongement du questionnement. Alors, nous avons aussi de très nombreuses fiches méthodes. Donc, vous nous aviez fait remonter que les fiches méthodes étaient très appréciées dans le manuel de première. Donc, nous avons mis beaucoup de fiches méthodes sur, par exemple, l'utilisation du langage Python, des fiches méthodes de mathématiques, et puis des fiches méthodes de formalisation. Par exemple, dans notre chapitre, on parle de la loi Hardy-Weinberg. Cette loi Hardy-Weinberg, elle est exprimée comme on l'exprime quand on l'utilise, c'est-à-dire par des enseignants de SVT, mais on a mis dans la fiche méthode la formalisation mathématique telle que le formalisent nos collègues de mathématiques, et donc on le met aussi dans la fiche méthode. Donc on a vraiment des approches tout à fait complémentaires, et quand on n'a pas pu les intégrer dans les pages, on a fait des renvois sur ces fiches méthodes qui permettent de compléter la démarche des unités. Nous en avons fini avec le manuel en tant que tel, quelques pages du guide pédagogique que nous sommes en train de terminer et qui sera bientôt sous presse. Donc, que peut-on trouver dans ce guide pédagogique? Eh bien, vous voyez que dans le guide pédagogique, vous avez les pages et vous avez comment exploiter ces pages, comment mobiliser les acquis, quelles sont les grandes idées à construire. Et puis, vous avez l'analyse de tous les documents de la page. Pourquoi? Parce que parfois, si on n'est pas spécialiste du chapitre ou de la matière, il y a des choses qui peuvent nous échapper. Là, on montre et on insiste sur quel est le point important du document à mettre en évidence. Nous avons rajouté des plus pour préparer votre séance, des sites à consulter, de la bibliographie, des vidéos. Et puis, nous avons mis des « le saviez-vous », c'est-à-dire des petites anecdotes, des plus, pour que eh bien, vous puissiez donner envie à l'élève d'aller voir ces compléments. Par ailleurs, eh bien, dans le guide pédagogique, nous avons inséré des parcours. Donc, ces parcours, c'était la page précédente. Voilà. Ces parcours, vous voyez, en bas à droite, des parcours possibles, un parcours 1 pour une initiation, un parcours 2 pour les confirmer. Donc, on voit qu'il y a une différenciation pédagogique. Si on n'a pas mis les différents parcours dans la page, ils sont dans le guide pédagogique. Et enfin, en bas, des indicateurs de réussite. Slide suivant. Merci. Donc, il y a cette même exploitation pour les pages HED. Donc, ces pages HED, on peut vraiment en faire des supports de travail. Et enfin, troisième type d'exploitation et d'explication,
ce sont sur les pages mémo, retenir, synthèse. Sur les pages méthode, bien évidemment, il y a aussi les corrections des exercices. Donc, ce guide pédagogique est vraiment fait pour vous aider au quotidien à construire vos séances et vous accompagner dans l'utilisation de notre manuel, qu'il soit papier ou pédagogique. Merci à tous, merci de votre écoute et je dois vous dire que nous avons tous pris, l'équipe et les directeurs, un plaisir très important à travailler ensemble et à faire ce manuel et j'espère que vous verrez le plaisir et la dynamique que nous avons mis dans ce travail et qu'il saura vous séduire, vous être utile et faire progresser les élèves. Merci. Eh bien, merci Marc et David pour cette présentation très complète et franchement passionnante. Nous allons pouvoir passer à la deuxième partie avec les échanges sous forme de questions-réponses. Un certain nombre de questions ont trouvé leur réponse à l'écrit. Les autres, eh bien, on les a conservées pour maintenant. Alors, je regarde dans l'écran de contrôle. Peut-être qu'on pourrait commencer par cette question assez générale et probablement liée à l'hétérogénéité des classes. On nous demande comment ce manuel favorise-t-il l'autonomie des élèves? Je peux commencer à faire une première réponse. Merci Stéphane. Oui, en tout cas, c'est vraiment été l'une de nos préoccupations ici tout au long de la conception de ce manuel, parce qu'il s'agit bien d'abord d'un outil pour les élèves, le manuel. Et donc, cette autonomie des élèves, eh bien, elle se matérialise dans l'étayage pédagogique qu'on a essayé de mettre en place, que nous avons mis en place sur chacune des unités. L'idée pour nous, c'est que les élèves soient capables d'exploiter les panels documentaires de chacune des unités en autonomie, c'est-à-dire dans le cadre, par exemple, de révision à la maison, lorsqu'il va travailler peut-être des documents complémentaires à ceux que vous leur avez donnés en classe. Et cette autonomie, ben, elle est permise par quoi? À la fois par par exemple, dans les pages missions, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les verbes d'action qui suggèrent une tâche élève. Également les coups de pouce qui donnent des indicateurs pour les élèves sur plutôt des indices sur les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Ce sont également les indicateurs de réussite qui sont téléchargeables pour accompagner l'élève. Et puis pour les pages objectifs, ce sont finalement la succession de tâches simples qu'on leur donne, hein, donc des consignes pour aller pas à pas résoudre l'objectif de la double unité. Et donc et puis, on a évidemment les documents que nous avons choisis. Nous avons été attentifs à une rigueur scientifique dans le choix des documents, mais aussi quand même à l'accessibilité de ces documents pour des élèves de terminale d'un enseignement commun qui est ici l'enseignement scientifique. Donc, sur un certain nombre de documents scientifiques, nous les avons didactisés, c'est-à-dire que nous avons procédé parfois à disons, des ajustements, sans jamais dénaturer la scientificité des documents, des ajustements pédagogiques qui rendent des documents issus de publications de recherche accessible aux élèves. Donc voilà en quoi ici notre manuel permet une réelle autonomie d'exploitation par nos élèves. Merci David. Une question peut-être rapide. Classe inversée, pouvez-vous nous en dire plus? David? Alors, la question est un peu énigmatique. Je ne sais pas ce que quel est le fond de la question du collègue qui nous écoute. C'est une question qui a été posée telle quelle, donc assez générale, peut-être. Alors, l'idée, ici, c'est que d'abord, cet ensemble de deux fois double page qui sont proposées sont exploitables en toute autonomie par les élèves. Mais voilà, ici, vous avez carrément une proposition pédagogique de mise en œuvre dans la classe, c'est-à-dire que l'élève peut, avec son manuel, soit le support numérique ou le manuel papier, faire ce travail donc de classe inversée, c'est-à-dire un travail préparatoire en amont de la classe, où il va pouvoir découvrir un certain nombre de concepts. Et puis ensuite, il s'agit, dans le cadre classe, dans le cadre d'une mission, finalement, de remobiliser des acquis, enfin pas des acquis, mais des éléments qu'ils auront travaillés sous la forme ensuite d'ateliers. Là, on vous donne l'exemple, participer par équipe à différents ateliers afin de discuter de la modalité de transmission du caractère étudié. Et donc, l'idée ensuite, c'est d'organiser le travail de classe pour remobiliser ces acquis. En fait, comme on fait dans une classe inversée habituelle. Hein. Donc, le principe de la classe inversée, c'est que finalement, l'élève
acquiert un certain nombre de connaissances, une certaine expertise avant la classe et la partage dans la classe. Ça veut dire que l'élève étant devenu l'expert, entre guillemets, il devient le communicant de ce qu'il a acquis. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la classe inversée. Voilà. Donc, l'acquisition se fait avant et la synthèse et le travail se fait ensuite dans la classe. C'est un mode de travail qui est très intéressant, qui est assez développé maintenant en SVT parce qu'il permet en fait de gagner beaucoup de temps, surtout quand il s'agit par exemple de sujets de société. Il y a beaucoup de débats et de sujets de société dans ces chapitres sur l'énergétique, sur le nucléaire, sur l'intelligence artificielle. Donc, ça permet de faire travailler l'élève sur un premier abord, de lui faire acquérir une expertise sur certaines notions et d'en discuter en classe à partir de là. On gagne vraiment un temps fou à travailler comme ça. Donc, c'est un des intérêts. Alors, l'intérêt, c'est aussi de motiver l'élève, de le faire travailler différemment. Mais l'autre intérêt, c'est un gain de temps extraordinaire sur certaines parties du programme. Et de consolidation aussi de connaissances, parce que l'idée, c'est que l'élève remobilise ce qu'il a finalement travaillé à la maison dans un contexte différent. Donc, ça permet aussi pour le professeur d'avoir un contrôle en retour de ce que l'élève a véritablement compris ou pas. Merci, merci. Je continue à regarder les questions qui tombent et à essayer de les répartir en groupe. On a une petite famille de questions sur les répartitions. Alors peut-être qu'on pourrait proposer une première question à Nicolas et la suivante à David. Comment répartir les chapitres entre SVT et physique-chimie? Proposez-vous une répartition de chapitres? Alors, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans ce chapitre, comme dans l'ensemble dans le manuel, il y a 13 chapitres différents. Donc, 13 chapitres différents, on peut considérer qu'en moyenne, on va passer 3 semaines sur un chapitre, sachant qu'il va y avoir des plus petits chapitres qui travailleront comme ça. On a fait le choix de ne pas proposer de véritable progression parce qu'en fait, il faut savoir que suivant les établissements, il va y avoir des établissements où il va y avoir 3 professeurs qui vont travailler, d'autres établissements où il va y avoir uniquement 2 professeurs. Mais l'objectif, justement, de notre manuel, c'est que chaque chapitre peut être travaillé par n'importe quel professeur. Il y a bien sûr des chapitres qui sont spécifiques au SVT, des chapitres qui sont plutôt spécifiques à la physique et certains chapitres qui sont plutôt spécifiques aux mathématiques, mais il y a de nombreux chapitres qui sont mixtes. Et donc là, suivant le choix des équipes pédagogiques, il pourra y avoir 2 professeurs qui vont travailler sur un même chapitre, ou alors un même professeur, un professeur de SVT par exemple, pourra prendre un chapitre de SVT mathématiques, on va dire comme ça. Et l'intérêt du guide pédagogique que nous proposons à côté, c'est que le professeur de SVT aura tous les outils nécessaires pour répondre à ces questions et être capable d'enseigner de façon tout à fait convenable l'ensemble du chapitre. David, je te laisse peut-être compléter. Justement, je pense qu'il y a une deuxième question qui va compléter ça et qui est pour David, donc ça s'enchaîne parfaitement. Merci Nicolas pour cette réponse très précise. Et donc la question, je la lis directement parce qu'elle est très précise. Question pour Monsieur Guillerme. Est-il possible que seul un prof de maths et de physique puisse prendre en charge ce programme? Oui, alors, ça, c'est la question pour l'IA-IPR, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, en fait, si de mémoire, dans le bulletin officiel, les choses sont écrites comme ça, c'est que quand la mise en œuvre du programme est laissée à la liberté pédagogique du professeur ou de l'équipe d'enseignants. Donc, rien n'interdit à un chef d'établissement de confier l'intégralité de l'enseignement scientifique à un seul et même professeur. Après, on va se dire les choses très clairement, ce n'est pas souhaitable. Pourquoi ce n'est pas souhaitable? Parce que l'esprit de cet enseignement scientifique, c'est de montrer comment la science finalement se construit dans une logique pluridisciplinaire et comment le croisement des disciplines scientifiques permet de faire avancer justement la science. Et c'est bien dans cette logique-là que les choses ont été pensées. Donc, idéalement, ce programme d'enseignement scientifique devrait être pris en charge par plusieurs enseignants, 2 ou 3 mêmes enseignants donc de disciplines scientifiques. On pense évidemment à SVT, mathématiques, physique, chimie. Après, la réalité dans les établissements, elle est très variable parce qu'il y a des contraintes différentes dans les établissements, il y a des choix, des partis pris dans les établissements qui relèvent des prérogatives des chefs d'établissement finalement. Alors, je fais le lien avec ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure. Si toutefois vous vous trouvez confronté à cette situation qui n'est très clairement pas un idéal, mais pas interdit, nous avons justement travaillé ensemble
et Marc l'a aussi rappelé tout à l'heure, avec des profs de maths, de physique, de SVT, pour que ce soit le plus accessible possible à toutes et à tous. D'accord? Même si évidemment on sent bien que certains chapitres ont une coloration plus maths, physique ou SVT, nous avons pensé à rendre le plus accessible possible les chapitres, et notamment le guide pédagogique est une aide précieuse pour tous les collègues qui se retrouveraient seuls à faire cet enseignement scientifique. Et puis, personnellement, je rajouterais que moi qui vis en terre de rugby, on sait que le collectif est préférable. Donc, on a tous, en maths, en physique et en SVT, la même pédagogie, le même esprit de l'enseignement des sciences. C'est-à-dire l'enseignement des sciences, ça se construit sur de l'observation, sur des modèles, ça se discute. Et donc, pour ça, ce programme est intéressant parce qu'on aborde le modèle des climats, le modèle des populations. Donc, on va pouvoir discuter de cette notion de modèle. Mais si on a une pédagogie unifiée, on a une sensibilité différente. Et il est très important, je pense, que les élèves aient les trois sensibilités. La sensibilité physique-chimie, la sensibilité SVT, la sensibilité mathématique. Si on prend le climat, on ne va pas parler, alors on va parler tous du climat, du réchauffement climatique, mais c'est vrai qu'en SVT, le petit côté impact du climat sur la biodiversité, ça, c'est un aspect intéressant. Le petit côté, les énergies, le nucléaire, l'impact, c'est un autre côté qui est généralement vu différemment par les enseignants de physique-chimie. Et puis, la partie, comment est-ce que j'aborde les modèles des populations, ou Hardy Weinberg, c'est pareil, la vision du prof de maths n'est pas la même que la vision du prof de SVT. Et puis parfois, pour expliquer, par exemple, comment est-ce qu'on ajuste un modèle à une courbe de démographie, le prof de SVT va l'expliquer d'une certaine façon, le prof de maths va l'expliquer d'une autre façon. Et finalement, comment se construit la science? Eh bien, la science se construit justement en croisant les approches. Donc moi, je crois vraiment que cet enseignement scientifique gagne à être joué en collectif et pas en individuel. Mais je n'entraîne pas l'équipe de France de rugby. Je viens tout juste de récupérer le son, donc j'ai peut-être raté des épisodes. J'ai eu mon aléa technique pour la première fois sur ce direct. Donc ça fait 5 minutes que je n'entends plus rien. J'ai peut-être raté des débats. Non, on vient juste de finir de répondre, Stéphane. C'est parfait. Alors, je reprends un petit peu mes billes, hein, parce que j'ai perdu le panneau avec les questions. Voilà, ça c'est fait. Désolé. On a une question sur la place des mathématiques, mais j'ai l'impression qu'on en parlait déjà un petit peu. Oui, on peut récapituler très rapidement si on veut, voilà, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important. Hein. C'est-à-dire que les savoirs et les savoir-faire mathématiques sont travaillés de façon extrêmement en détail dans ce manuel de terminale, encore plus que dans le manuel de première. Car les savoirs et les savoir-faire mathématiques qui sont enseignés en terminale vont être difficiles à appréhender pour de nombreux élèves. C'est pour ça qu'en fait, dans les chapitres mathématiques, hein, je répète ce qui a été déjà dit par Marc, mais ça me paraît important, on a rajouté dans des pages d'exercices supplémentaires encore davantage dans ces chapitres mathématiques. Car on sait que les professeurs de maths, et pour enseigner les mathématiques, on a besoin de travailler souvent avec des batteries d'exercices. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté ceci. Et autre chose qui est essentielle, et je souhaite vraiment le répéter, c'est que le manuel Nathan, c'est le seul manuel qui prend entièrement en compte les documents d'accompagnement officiels de mathématiques pour l'enseignement scientifique de terminale qui ont été publiés et mis à jour uniquement en mars 2020. Donc nous, on a réussi à mettre en place, à tenir compte de l'ensemble de ces documents d'accompagnement officiels que vous pouvez retrouver dans les liens, mais également simplement en cherchant sur EduSchool, documents d'accompagnement enseignement scientifique. Et donc, ça nous permet d'être au plus près possible de ce qui va être demandé pour le baccalauréat, et notamment pour les E3C. Donc, on est sûr que les exercices qu'on va proposer sont directement en lien avec ça. Enfin, on a énormément travaillé la différenciation et la méthodologie, notamment pour ces compétences mathématiques. Donc, je reprends quelque chose qui a aussi été présenté par Marc concernant, Caroline, si tu peux revenir sur les pages où il y a GeoGebra notamment, et juste la page d'avant. Voilà, juste la page précédente. Voilà, donc là, en fait, ces deux pages sont des aides qui sont proposées, des aides méthodologiques qui sont proposées dans un exercice du chapitre 7 dans lequel il faut minimiser une fonction. Or, il va y avoir deux types d'élèves totalement différents pour minimiser ces fonctions. Il va y avoir des élèves qui ont suivi la spécialité mathématique en première.
ces élèves ont vu la dérivée. Donc, ça va être la diapo suivante, je suis désolé. Donc, les élèves qui ont vu la dérivée savent minimiser une fonction et trouver le minimum d'une fonction assez facilement. Donc, avec ces élèves-là, on pourra facilement aller plus loin et proposer, par exemple, un complément GeoGebra, tel que cela est proposé, notamment dans les documents d'accompagnement. Par contre, on va avoir un deuxième type d'élèves, tu peux passer juste à la diapositive précédente, qui n'ont pas vu la dérivée. Et l'objectif n'est pas de traiter la dérivée, ce n'est pas du tout l'objectif du programme. L'objectif, c'est de minimiser une fonction pour justement minimiser les pertes par effet Joule dans un circuit électrique. Dans ce cas-là, on va travailler avec eux de la même manière qu'ils ont appris à faire en seconde, c'est-à-dire en exploitant une conjecture. Donc, c'est pour ça que là, les aides qu'on propose de manière numérique vont être extrêmement utiles aux élèves, car avec le même objectif pédagogique, on va avoir une véritable différenciation mathématique qui permettra d'arriver au même résultat final. Et l'objectif étant la minimisation de la fonction, il n'y a pas de bonne méthode, il y a simplement des élèves différents. Donc cette différenciation nous paraît essentielle, et notamment par rapport aux élèves qui vont avoir des niveaux très hétérogènes en mathématiques, par exemple. Alors justement, si on revient sur la page Hardy-Weinberg, là, juste avant, vous passez les diapos juste avant, le diapo d'avant sur Hardy-Weinberg. Encore avant, s'il vous plaît. Voilà. Ce qui est très intéressant là, c'est que si le chapitre n'avait été construit que par un enseignant de SVT, on n'aurait pas cette page-là. Si le chapitre avait été construit uniquement par un enseignant de mathématiques, on n'aurait pas les autres pages. Et donc, l'avantage d'avoir des chapitres écrits à 4 mains, c'est justement de croiser ces regards. Et on a un croisement des regards là qui est très intéressant parce que je suis enseignant de SVT, moi j'enseigne Hardy-Weinberg, je peux vous dire que ces diagrammes de Definity présentés par les mathématiciens comme ça, il y a une approche qui est complètement différente et moi-même j'ai appris des choses là. Donc c'est très intéressant justement d'avoir ces regards croisés et on a eu ces regards croisés sur ce chapitre qui est un chapitre d'évolution. Mais les matheux ont vraiment leur place dedans. Sur le chapitre démographie, eh bien là aussi, comment est-ce qu'on affine? Il y a quelque chose de très sympathique dans le chapitre démographie, que si vous feuilletez le livre, on a vraiment insisté sur la notion de modèle. Parce que finalement, ce qui fait les sciences, c'est le modèle. Dans ce chapitre, on explique clairement qu'un modèle, c'est quoi? Un modèle, c'est essayer de mimer un fait par une idée mathématique. Mais donc là, on comprend bien, l'exemple de la démographie est simple. Donc là, on fait bien converger facilement un fait naturel et un modèle mathématique. Mais ailleurs dans l'ouvrage, quand on parle des modèles pour prédire le climat, là justement, on a une idée de ce qui va se passer. On a des modèles mathématiques. Mais là, les modèles mathématiques sont extrêmement complexes. Et ce qui est intéressant, voilà, donc là, vous voyez, on ne met pas les équations des modèles, ça ne sert à rien. On met le principe du modèle et si on a compris ce qu'est un modèle, eh bien là, justement, le regard croisé est extrêmement important. Petite chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, dans le guide pédagogique, vous avez aussi des articles scientifiques et vous avez un article de fond sur le climat et le changement climatique fait par Jean Jouzel, écrit spécialement pour nous, par Jean Jouzel, et Jean Jouzel a relu les chapitres sur le réchauffement climatique. Jean Jouzel, académicien. Donc on a vraiment ici, en plus, une vraie caution scientifique et des scientifiques qui ont collaboré avec nous pour, par exemple ici, expliquer très simplement le modèle des climats, et c'est un vrai plus, et je suis certain que vous allez adorer cet article de Jean Jouzel qui est dans le guide pédagogique. Alors j'essaye de classer les questions et les remarques un peu dans un ordre cohérent. Là, on était en train de parler de modélisation. On a une remarque plus qu'une question. Vous avez utilisé la dérivée pour résoudre un problème de fonction dans les exercices bac. Pourtant, les élèves ne rencontrent pas les fonctions en mathématiques dans la classe de seconde. Là, j'ai l'impression que ça complète bien ce que tu disais, Nicolas, tout à l'heure sur les pages qu'on montrait. Hein. Voilà, je reprends cela. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est important, c'est que l'objectif, c'est de savoir minimiser une fonction.
Et donc, en seconde, les élèves qui ont arrêté la spécialité, qui n'ont pas pris la spécialité mathématique en première, ne savent pas dériver une fonction. Donc, on ne va pas leur demander, on ne va pas leur apprendre à dériver une fonction. Ce n'est pas l'objectif du tout. On va utiliser la méthode qu'ils ont utilisée en seconde pour minimiser une fonction, pour déterminer un minimum local ou non, c'est-à-dire d'effectuer une conjecture à la calculatrice. Et donc, après, une fois après avoir conjecturé à la calculatrice, ils peuvent vérifier cette conjecture telle que c'est fait en mathématiques. Et donc, nous allons travailler avec ces élèves cette méthode, alors qu'avec les autres élèves, bien sûr, qui connaissent la dérivée, on va utiliser la dérivée. Donc, cette notion de différenciation est vraiment importante. Et on revient sur le travail à quatre mains. Ces pages-là ont été écrites, bien sûr, par un professeur de mathématiques qui connaît le programme d'enseignement de seconde, de première et de terminale pour justement être au plus près des enseignements et aider chaque élève. On est vraiment dans cet état d'esprit. On a une question générale. La partie projet informatique occupe-t-elle une place importante dans l'ouvrage? Alors, voilà, en fait, la partie projet, en fait, c'était quelque chose qui existait en première. Voilà. Et en terminale, il n'y a plus de partie projet. En revanche, il faut qu'on travaille, ce que disait Marc tout à l'heure, et David pourra peut-être revenir dessus, il faut qu'on travaille sur l'oral, puisqu'en fait, l'objectif, ça va être de préparer l'oral de spécialité, mais on peut travailler l'oral de spécialité dans toutes les disciplines, et notamment en enseignement scientifique. Mais il n'y a pas de projet informatique particulier. En revanche, on continue à travailler, par exemple, le langage de programmation Python qui est vu en mathématiques et en physique, par exemple, et en SVT d'ailleurs. Oui, on a effectivement des questions sur l'oral, donc David, si tu veux enchaîner là-dessus, c'est parfait. Oui, alors l'oral, finalement, le travail de l'oral, on le retrouve dans plusieurs endroits dans le manuel, à la fois dans les pages mission, dans les unités avec mission, qui sont contextualisées, dans lesquelles, je vous rappelle, on propose une production élève. Souvent, cette production élève permet de travailler des compétences en lien avec des compétences langagières, soit à l'écrit, soit à l'oral. Mais vous avez aussi dans les pages histoire, enjeu, débat, systématiquement, les scénarios pédagogiques d'exploitation de ces pages histoire, enjeu, débat font référence à l'oral. Dans les parcours différenciés également, vous allez voir à nouveau des références à l'oral. Bon, tout ça, ça nous montre que l'enseignement scientifique participe aux côtés de toutes les autres disciplines au travail qui est fait tout au fil de l'eau de la seconde à la terminale, au travail de l'oral finalement. C'est pas simplement le professeur de spécialité qui au dernier moment, en quelques semaines à la fin de l'année, va pouvoir former les élèves à l'oral. C'est un travail là aussi collectif de tous les enseignants pendant plusieurs années. Et donc en terminale, comme on l'avait fait d'ailleurs en première, notre manuel propose de travailler régulièrement l'oral au fil de l'eau. Et puis, eh bien parce que finalement, ce qui est fait ici en enseignement scientifique pourra servir dans les enseignements de spécialité scientifique, mais aussi dans les autres enseignements non scientifiques de spécialité, là où les élèves présenteront leur grand oral en fin d'année avec le bac. Merci David. Je suis un petit peu absorbé par le tri des questions parce qu'il me faut les lire, les mettre dans l'ordre, voir celles qui ont trouvé une réponse. Bon, ça c'est répondu, ça c'est répondu. On a des questions sur le guide pédagogique, mais il y a des réponses détaillées. Donc ces réponses, vous les verrez, vous les voyez déjà et vous les recevrez dans le courriel. J'ai l'impression qu'on a fait un tour assez complet. J'ai l'impression qu'on va être arrivé au bout, pile au bout d'une heure, donc on est bon. Je pense que je peux vous remercier de nous avoir suivis, remercier les intervenants de leur présentation nickel et de leurs réponses fort sympathiques. Nous espérons que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'oubliez pas cette possibilité de rediffusion dont j'ai parlé et de partage également, puisque ça sera sur notre chaîne YouTube Nathan Lycée Général. Il me reste à vous souhaiter à tous une bonne continuation et une bonne fin d'année scolaire à tout le monde. Merci, au revoir. Merci, bonsoir à tous. Merci, au revoir.